Nous avons commencé un cours sur la société et les échanges, et le sujet que nous allons traiter, c'est: nos échanges sont-ils toujours intéressés? Avec vos camarades, nous avons travaillé de manière autonome sur l'analyse du sujet et la problématisation. Voici l'introduction. L'échange est la création d'une relation entre deux individus ou deux groupes, au terme de laquelle chaque partie va céder un bien, chose, service ou savoir, en contrepartie d'un autre. Contrairement au don qui serait unilatéral, l'échange est bilatéral. Or, l'échange semble motivé par l'intérêt. Celui-ci est à la fois la conscience d'un manque et le désir d'un bénéfice qui va déterminer la valeur des biens échangés. Mais pour que l'échange soit intéressant, il faut que la valeur du bien que l'on cède soit inférieure à la valeur du bien que l'on acquiert. D'un côté, tous nos échanges semblent intéressés dans la mesure où l'intérêt, c'est-à-dire l'espoir du bénéfice, est la motivation de l'échange. Autrement dit, sans intérêt, pas de raison d'échanger. Mais d'un autre côté, il est clair que nous agissons souvent contre nos intérêts dans nos échanges, soit que nous subissions un échange inéquitable, soit que nous n'ayons pas conscience de nos intérêts. Voilà. Alors, merci beaucoup Léna. Première partie. Excusez-moi. Grand 1 du cours. La société n'est-elle qu'une communauté d'intérêts? La société n'est-elle qu'une communauté d'intérêts? Oui. Alors, on va lire ensemble un texte. La société n'est-elle qu'une communauté d'intérêts? Nous allons lire ensemble un texte d'un économiste classique, donc de la fin du XVIIIe siècle, on pourrait dire le père du libéralisme en économie, qui s'appelle Adam Smith. Adam Smith, c'est la théorie de la main invisible. Je ne sais pas si ça vous... Adam Smith, c'est les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. C'est un bouquin dont on résume le titre en disant La richesse des nations. Alors, j'ai le texte lentement et ensuite on en discute. Dans presque toutes les espèces d'animaux, chaque individu, quand il est parvenu à sa pleine croissance, est tout à fait indépendant, et tant qu'il reste dans son état naturel, il peut se passer de l'aide de toute autre créature vivante. Mais l'homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c'est en vain qu'il l'attendrait de leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir s'il s'adresse à leur intérêt personnel et s'il leur persuade que leur propre avantage leur commande de faire ce qu'ils souhaitent d'eux. C'est ce que fait celui qui propose à un autre un marché quelconque. Le sens de sa proposition est ceci: donnez-moi ce dont j'ai besoin, et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-même. Et la plus grande partie de ces bons offices, qui nous sont si nécessaires, s'obtient de cette façon. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts.
Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. Il n'y a qu'un mendiant qui puisse se résoudre à dépendre de la bienveillance d'autrui. Encore ce mendiant n'en dépend-il pas en tout. C'est bien la bonne volonté des personnes charitables qui lui fournit le fond entier de sa subsistance. Mais, quoi que ce soit là, en dernière analyse, le principe d'où il tire de quoi satisfaire aux besoins de sa vie, cependant ce n'est pas celui-là qu'il peut y pourvoir à mesure qu'ils se font sentir. La plus grande partie de ses besoins du moment se trouve satisfaits comme ceux des autres hommes, par traité, par échange et par achat. Avec l'argent que l'un lui donne, il achète du pain. Et les vieux habits qu'il reçoit d'un autre, il les troque comme d'autres vieux habits, contre d'autres vieux habits qui l'accommodent mieux, ou bien contre un logement, contre des aliments, ou enfin contre de l'argent qui lui servira à se procurer un logement, des aliments, ou des habits quand il en aura besoin. Alors, que nous dit Adam Smith ici? Adam Smith nous dit que le lien social n'est pas fondé sur l'amitié, il n'est pas fondé sur ce que les Grecs appelaient euh, la fraternité, la Philadelphia. Euh, sur quoi est fondé l'échange? Pardon, sur quoi est fondée la société? Ouais, mais sur quoi en particulier? L'intérêt égoïste. Le lien social est fondé sur l'égoïsme de chacun. Autrement dit, si nous rentrons en relation et en échange en fait avec n'importe qui, c'est que nous y avons un intérêt égoïste. Nous avons intérêt à faire certaines choses et c'est ce qui nous rapproche, c'est ce qui nous rassemble. Ce qui me rapproche de mon boucher, c'est que mon boucher a besoin de mon argent et que moi j'ai besoin de viande. Ce qui me rapproche de mon coiffeur, c'est que j'ai besoin de me faire couper les cheveux. Là en particulier, j'ai besoin de me faire couper les cheveux. Et mon coiffeur a besoin de mon argent, etc., etc. Et ce que dit Smith, c'est qu'il serait illusoire de fonder la société sur d'autres rapports que des rapports d'intérêt économique. Alors, on peut se poser la question du mariage. Le mariage par amour, c'est une invention extraordinairement récente. Pourquoi est-ce qu'on se mariait avant? Pour les titres, surtout par intérêt économique en fait. Le but du jeu, et c'était toujours cette même histoire de bénéfice par rapport au risque, le but du jeu c'était d'épouser un peu plus riche que ce qu'on était soi-même, ou un peu plus noble que ce qu'on était soi-même, et le but du jeu c'était effectivement de poursuivre un intérêt. Le mariage d'amour, c'est une invention. Effectivement. Hmm. Bah, c'était une mauvaise nouvelle d'avoir des filles de toutes les manières. C'est-à-dire que la fille va avec une dot, puisque la fille est entretenue par le mari le plus souvent. Ah, c'est vrai. Au Moyen Âge, jusqu'à une époque récente, donc la dot servait à compenser en fait la perte. Non mais c'est très intéressant. La perte financière que représente un mariage. Parce que ça fait des enfants, des bouches à nourrir. Bon, bah surtout, ce qui coûte cher, c'est un divorce. Et on se rend compte, non mais c'est vrai, on se rend compte que en particulier les mères célibataires se retrouvent souvent dans des situations économiques extraordinairement précaires à la suite d'un divorce. Et maintenant, il y a des situations familiales extraordinairement tendues et compliquées parce qu'il y a certaines femmes qui se rendent compte qu'elles n'ont pas les moyens de se séparer de leur conjoint. C'est-à-dire c'est une décision économique. Ou en tout cas, l'intérêt économique est un critère, est un facteur dans la prise de décision. C'est manifeste. Alors, donc, euh, ce que dit ce que dit Smith, c'est que, oui, Smith, ce que dit Smith, c'est que la,
l'égoïsme nous pousse vers l'autre. C'est ça qui est intéressant. C'est par égoïsme que nous allons nouer des relations sociales et des relations économiques. Et c'est paradoxal parce qu'on a l'impression, on a plutôt tendance à penser que l'égoïsme nous enferme sur nous-mêmes, nous recroqueville sur nous-mêmes. Or, ce que montre Smith, c'est que ce sont les individus les plus égoïstes qui vont avoir peut-être les réseaux les plus forts, les plus étendus. Vous allez me ranger ce téléphone avant que je m'agace. Merci. Donc, il y a un dogme libéral qui consiste à dire vice privé, vertu publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun va agir égoïstement de son côté, sans voir les effets bénéfiques pour l'ensemble de la société de cette addition d'égoïsme. Okay, on va faire quelque chose de manière vicieuse, non pas au sens sexuel du terme, mais simplement par égoïsme, pour soi, par cupidité. Et en fait, ça va avoir un effet social bénéfique pour l'ensemble de la société. Et y compris, dit Smith, pour le mendiant, qui va tirer bénéfice en fait de la générosité des autres et qui va même pouvoir entrer dans le jeu économique de l'échange en troquant ses vêtements contre d'autres vêtements, en troquant, en vendant ses vêtements contre un repas ou un logement, etc. etc. Ouais, William. Notre époque? On se donne plus assez la priorité. Vous voulez dire qu'on est moins égoïste qu'avant? Ouais. Parce que quand on regarde, quasiment tout ce qu'on fait, c'est pour les autres. Ah, frère. Qu'est-ce que vous entendez par pour les autres? Hein? Qu'entendez-vous par pour les autres? Tout. Comme pour les autres, pour le regard des autres, pour le bien-être des autres. Par exemple, quand on travaille, quand on achète même quand on achète des choses, on paye des taxes. Oui, vous avez raison, oui. C'est redistribué à l'État, Ouais. qui le redistribue au pays. Oui, vous avez raison. C'est non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que la société dans laquelle la société dans laquelle Smith écrit, c'est-à-dire la société de la fin du XVIIIe siècle, n'est pas notre société. La question, c'est de savoir si ce que dit Smith est totalement faux. C'est-à-dire si à l'origine, la société n'a pas été fondée sur l'intérêt. Oui, dans l'ancien temps, oui, mais de notre époque, non, c'est faux. Alors, on peut parler par exemple des services publics. Je peux en parler en connaissance de cause. On peut se dire que ça fait mal de payer tous les mois maintenant une certaine quantité d'argent à l'État. Mais on se rend compte que par exemple sur les dépenses de santé, quelque chose de très simple, hein, sur les dépenses de santé, vous tombez gravement malade, vous êtes diabétique, vous avez un cancer, vous faites une attaque cérébrale, il faut vous rééduquer. Dans n'importe quel pays où le système est exclusivement libéral, faut payer et il faut vendre un rein en fait, hein, tellement ça coûte cher. Okay. Et donc, oui, parce qu'en France, quand même, on se fait taxer beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas que la semaine maladie. Je veux dire, c'est vrai, mais. On est entrepreneur, et ben on se fait la moitié de ce qu'on gagne. C'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que un employeur aux États-Unis, par exemple, il va devoir payer de sa poche l'assurance maladie de ses employés. Et oui. Autrement dit. Je parle pas forcément au niveau maladie, parce que ce système, je le trouve très bien, mais je parle de toutes les autres taxes, en fait. Les retraites CRG, CRDS, oui, mais. les enfants, tout un tas d'impôts. Oui, mais ça sert à financer quoi? Ça sert à financer soit la retraite. Mais la retraite, c'est quoi la retraite? On n'aura plus de retraite. Ah bah, c'est probable ça. Mais ce que je veux. Ça, en fait, c'est que. Mais ce que je veux dire. En dehors du système de santé, on se fait taxer beaucoup pour redonner aux autres, alors que quand on travaille beaucoup, ce serait logique que ça nous revienne plus.
Oui, En c'est, France, on oui, fait oui, taxer. c'est de la logique de la capitalisation par rapport à la répartition. Je conçois parfaitement cet argument, et d'ailleurs je le trouve légitime, si vous voulez. Euh, c'est légitime. Ouais. Mais Euh, d'ailleurs, plus on gagne, plus on se fait imposer. oui, On gagne, je sais plus combien c'est par an, mais non, surtout, on se fait imposer soit sur, 0, soit 15, soit 30, soit 45, 45. ouais, surtout c'est ça, c'est que c'est pas proportionnel, que l'impôt n'est pas proportionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas payé la même tranche en fonction de vos revenus, et pour le coup les effets de seuil sont dévastateurs, c'est-à-dire que vous gagnez 1 € au-dessus du seuil, et ben, vous allez passer de 30 à 45, effectivement. C'est pour ça que toutes les personnes riches, elles ont des entreprises, elles n'ont pas leur compte en banque personnel. En France, ouais, probable. Ah oui, en France, parce que si on ne sait pas jouer avec la fiscalité en France, on se fait tuer. Ah oui. Non, mais je suis parfaitement d'accord. Le problème, si vous voulez, c'est que le, le pacte social sur lequel est fondé l'État-providence, il fonctionne lorsque la classe moyenne est majoritaire. C'est-à-dire que la classe moyenne peut financer en fait un certain nombre de prestations sociales pour les plus pauvres. Le problème aujourd'hui, c'est que la classe moyenne n'existe plus. C'est que la classe moyenne qui était... À l'époque, Hein, avant, la classe moyenne avait l'IFI, l'impôt sur la fortune. le, le, l'ISF. Ouais. Le patrimoine de plus de 700 000. Ouais, mais 700 000 euros, ça va très très vite. Si vous voulez. Ça va très vite, 700 Ah 000. oui, je sais que ça va très Ben voilà. vite. On est d'accord. On est d'accord. Ne serait-ce qu'une résidence principale, un ou deux appartements, une société, une belle voiture, une, deux belles voitures, bah on y est largement. On y est largement, je suis d'accord. Mais même, je vais vous dire, 40 mètres carrés à Paris, dans certains quartiers de Paris, c'est largement 700 000 euros. Est-ce qu'on est riche Est-ce qu'on est riche quand on est propriétaire de 40 mètres, de 40 mètres carrés? Ouais, quelqu'un, elle peut passer, je sais pas, 70% de son salaire dans un appartement à Paris pour un crédit. Elle va être imposée sur la richesse, alors que quand on passe 70% de ses revenus dans un loyer, c'est qu'on n'est pas riche. C'est qu'on n'est pas riche. De toutes les manières, quelle est la définition? Et j'en avais parlé avec vos camarades, quelle est la définition de la richesse? La richesse, ce n'est pas le montant du salaire qui la détermine. Bayrou s'est fait défoncer parce qu'il a dit à 4 000 euros par mois, on est la classe moyenne. Sans préciser d'ailleurs s'il s'agissait d'un couple. Parce que gagner 2 000 euros par mois, effectivement, je considère que c'est pas non plus être millionnaire, forcément. Ou c'est un individu. Mais même un individu, c'est pas énorme. 4 000 euros à Paris, c'est pas énorme. Le 4 000 euros à Chartres, c'est pas tout à fait la même chose que 4 000 euros à Paris. Et 4 000 euros à Chartres, c'est pas la même chose que 4 000 euros à Djibouti, par exemple. Vous comprenez? La question, c'est aussi ce que vous pouvez acheter avec. J'arrive tout de suite. Ce que vous pouvez acheter avec cette quantité d'argent. Même en vrai, avec 2 000 euros, on peut pas grand-chose. On paye une voiture, une maison. Ça va très vite. Pour le fait d'avoir un enfant, deux enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que la richesse? La richesse, c'est ne pas avoir besoin de travailler pour avoir des revenus, c'est-à-dire avoir des rentes, vivre de ses rentes. Mais c'est surtout les biens qui comptent. C'est pas le salaire. C'est le capital, exactement. C'est le patrimoine, immobilier ou boursier. Ouais, c'est ça. Un truc intéressant. En France, il y a 5% des Français qui ont des actions, qui sont propriétaires d'actions en bourse. Aux États-Unis, c'est 50%. La moitié des Américains ont des actions. Les Américains, ils ont compris ce que c'était que le capitalisme. Les Français, ils n'ont toujours pas compris. C'est pas pour l'arriver, hein.